Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui on va repartir pour un petit tour et on va aller du côté de Sainte-Maxime pour interviewer Gilles Guttadoro qui a été professeur de judo à Sainte-Maxime pendant très longtemps. Donc on va l'interroger sur son parcours et puis il va nous raconter ce parcours très intéressant du judo à Sainte-Maxime. C'est parti! Alors Gilles, d'abord pour l'enregistrement, j'ai besoin que tu te présentes en donnant ton nom, prénom et date et lieu de naissance. Alors, Gilles Guttadoro, je suis né le 27 05 60 à Oran, en Algérie. Pour les statistiques, j'ai besoin de connaître le métier de tes parents. Alors, ma mère était commerçante, tenait un magasin de prêt-à-porter et mon père était prof technique à l'usine des Torpilles. En quelle année t'es arrivé en France du coup? En 62, Sainte-Maxime. En 62, donc tu avais 2 ans, tes parents sont arrivés... Ah oui, il y avait les événements d'Algérie. Absolument. Ok, et ben on est bon pour les statistiques, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment tu as entendu parler de judo pour la première fois, ou même d'arts martiaux? Alors Sainte-Maxime, c'était simple, c'est un petit village, hein, donc 3000 habitants à l'époque, et il y avait 2 sports, football et judo. Judo 2 ou 3 ans avant, donc moi j'ai commencé en 64, j'avais 4 ans. Et c'est monsieur et madame Perreux, arrivant de Lille, qui ont monté leur petit dojo à la japonaise, dans un quartier boulevard de la Paix. Donc en 1964, mon père m'a amené avec mon frère à faire du judo. J'avais 4 ans. Ok, et donc c'était monsieur et madame Perreux, ils étaient tous les deux professeurs, le mari et sa femme? Le mari, mais sa femme l'aidait énormément. C'était le judo club maximois? Le judo club de Sainte-Maxime. Et ensuite tu as rejoint le judo club de l'Estérel sous la direction d'Antoine Casa? C'est ça. En quelle année c'était? À partir de 78 cadets, parce que moins de monde pour m'entraîner. Alors comme un accord avec les 2 professeurs, Antoine était vraiment quelqu'un, monsieur Casa, qui était un pédagogue hors pair. Bon, pas de titre exceptionnel au niveau judo, mais il avait quelque chose avec les gamins, enfin, il te poussait, voilà. Donc de 1964 à 1978, tu es resté au judo club maximois de Sainte-Maxime, sous la direction de monsieur Pierre Perreux, c'est ça? Perreux, ok. Alors, comment c'était un petit peu les entraînements dans ces années-là? Bah écoute, moi j'ai commencé à 4 ans, bon, j'étais super actif, donc il fallait que ça bouge. Et ça a de suite marché pour moi. On était pas mal sur des démonstrations, donc il me faisait participer à presque toutes les démonstrations, faire des records en chute avant, par-dessus des gamins à genoux, tout ce qui était démonstration, avec quelqu'un me promenait, j'étais avec une fille, on nous attaquait, donc je la défendais. Donc les démonstrations, c'était plutôt typé de jiu-jitsu quand même? Ouais, déjà. En ce qui concerne les cours eux-mêmes, c'était structuré comment? Il y avait un échauffement? Bah, tu sais, l'échauffement, c'était à l'époque, hein, c'était la tête, le tronc, les jambes, les chevilles, avec les chevilles, et puis après c'était technique. Sol, debout, et puis après randori. Est-ce qu'il y avait une pratique des katas qui était poussée chez monsieur Perreux? Oui, il était très technique, donc c'est vrai que bon, ça c'est plus tard, mais il enseignait aussi le kata. Et il avait, comment dire, il avait des techniques favorites ou une manière d'enseigner particulière? Il avait des balayages, des taiotoshi, des mouvements avant, arrière. Il m'a vite initié, c'est moi qui faisais presque... À partir de 9-10 ans, je faisais les échauffements de monsieur Perreux, donc pour tous les gamins. Voilà, donc j'étais vraiment déjà dans le bain, quoi. Ok. Tu t'as initié à la pédagogie? Absolument. Est-ce que tu sais qui était son propre professeur? Non. Tu sais qu'il venait donc du nord, de Lille? Pas loin de Lille, ouais. Après, il avait une entreprise d'électricité, donc il avait monté ça. Donc il avait un job dans la journée quand même, Absolument. Il n'était pas que prof de judo. Ouais, non. Ok, il avait des assistants ou des professeurs au gradé avec lui? Non. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants dont tu as entendu parler dans ces années-là, quand tu avais 10-12 ans? Ouais, ça se dirigeait vers Toulon quand même. Hein. Il y avait déjà monsieur Houdard, évidemment. Oui, bien sûr, Houdard, Bambara, celui de hier, là. Abran? Non, ça c'était son professeur à Abran. Serge Bernard, donc ça c'était
les grosses pointures de l'époque. Ok, alors tes premières années de judoka, ça s'est passé comment? Tu as fait des compétitions, des passages de grade? Ben, je faisais tous les challenges qui existaient, donc Saint-Tropez, Sainte-Maxime, tout ce qui se passait aux alentours de Sainte-Maxime. Et voilà, donc ça, Fréjus, le Camp Lecoq, il y avait des petits tournois comme ça. Donc, Au Camp Lecoq? Ouais, d'accord. Ouais, à Fréjus, ouais. Des tournois qui étaient organisés par les militaires par les clubs, par les clubs, voilà. Donc, et c'est vrai que je raflais tout, quoi. Donc c'était un bonheur. Donc tu étais très actif en compétition, déjà jeune. Toujours. C'était pas toujours la FFJDA, c'était aussi, j'ai vu dans les papiers que tu as, la SU, d'autres... Donc là c'était le scolaire, qui s'appelle maintenant UNSS, oui. Mais avant ça s'appelle la SU. Ouais. Tu avais aussi des tournois organisés par l'UFOLEP, etc. Ouais, donc avec Serge Bernard, on est parti à Tulle et il m'a demandé de faire partie de l'équipe et on a fait 25 heures de bus. Bon, on s'est régalé, hein. Quand tu es jeune, tu vois rien. Et puis, je crois que je fais premier en individuel et 3 en équipe. Ouais. D'accord, oui, donc ça fait quand même des déjà à l'époque, ouais. Tu étais en quelle catégorie de poids et d'âge? Alors, en 72, moins de 27. Ok. 74, moins de 32, je crois. Après, ça monte en cadet en moins de 58. Junior, senior, moins de 60. D'accord, donc t'es passé par pratiquement toutes les catégories jusqu'à arriver... beaucoup de problèmes de poids déjà dès le départ. Ah ouais? Ouais, je perdais... ouais. D'accord. Et tu avais des techniques favorites déjà ou des... Sur l'avant, sur l'arrière, je compterais pas mal. Hein. Plutôt les balayages. Ouais, donc un peu comme ton professeur. Ouais. Ok, absolument. Très bien. Tu avais déjà entendu parler à cette époque-là, donc tu étais quand même jeune, tu étais adolescent, de livres sur le judo. Oui. Ton professeur, il utilisait des livres pour enseigner? Non. C'est plus que ça. Toi-même qui les avais achetés? Ouais, mon père, parce que mon père a toujours été mon mentor. D'accord. Il était connu comme le loup blanc. Ok. Il était toujours avec moi. Donc, juste pour t'expliquer l'histoire, hyperactif, donc je restais pas en place. L'école, pour moi, difficile. Je me faisais virer partout. Quand on voulait me mettre un cahier au dos, la professeure, parce que j'écrivais très très mal. Et dans la classe, je l'ai fait chuter, je l'ai pris à coups de pied, quoi. Donc. D'accord. Ouais. Et j'ai pas accepté. Et bon. Donc ça a été difficile pour moi, même pour rentrer en sport-études, parce que José Larry me voulait, mais... il fallait aussi avoir des résultats scolaires. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à 15 ans, j'ai fait un apprentissage de plomberie, donc chez un patron, qui était les frères Guébergia, qui ont été super sympas avec moi, parce que je partais souvent en stage ou avec l'équipe du département ou de la Ligue, ou préparer les championnats de France, etc. Et ils étaient donc ils me laissaient un petit peu de... Très sympa. Mais bon, ça a été une époque parce qu'il fallait se lever à 7h, 7h30 au boulot. Midi, tu reprenais à 13h15, tu finissais à 17h, entre 17h et 18h, et puis le soir, c'est l'entraînement, quoi. Aller aux entraînements tous les soirs. Hein. Mon père me bougeait pas mal aussi. Plus mon club, je faisais d'autres clubs, donc... Et donc, on a parlé des livres. Est-ce que tu te souviens de tes premiers livres de judo? Je pense que c'était les livres de Jean-Paul Coche. Donc des livres techniques plutôt? Oui. L'alphabet du judo, enfin des trucs comme ça remonte loin. Hein. D'accord. Les livres de Kawaishi, ils étaient encore utilisés ou pas du tout? Pour moi, non. Quand tu as appris les techniques, c'était japonais toujours. C'était déjà japonais, donc c'était la méthode Kodokan de Maître Abe. Les premiers stages que tu as suivis, c'était dans la région? Oui, on allait souvent à Aix-en-Provence. On regroupait tous les meilleurs du... C'était des stages typés compétition ou plutôt technique? Toujours compétition? Ouais. Et qui étaient les professeurs des stages? On a eu la chance aussi d'avoir un monsieur qui s'appelait, qui est toujours en vie, hein, monsieur Claude Laurent, qui était notre CTD, donc il nous a bien encadrés. Avec moi, il a été super sympa. Et puis il y avait monsieur Midan, avec Jean-Paul Coche, toujours associé. Voilà, donc on se faisait des stages en plein hiver à Aix, aller courir à 7h du matin avec Jean-Paul, dans la garrigue d'Aix-en-Provence. Non, mais c'était sympa. Après, dans les stages, il y avait une grosse partie de conditions physiques? Tous les matins. Après, on faisait souvent du sol le matin et c'est surtout, on se reposait un petit peu l'après-midi, petite sieste. Et puis après, on partait sur du randori l'après-midi debout. C'est intéressant parce que des professeurs qui étaient specalistes du judo au sol ou qui poussaient à la pratique. Je pense que Jean-Paul lui faisait partie de la Fédé, donc il était CTR. L'encadrement, monsieur Midan, qui était CTR également de la Ligue Côte d'Azur, je pense. Oui. Et CTD, Claude Laurent, qui était souvent là aussi. Monsieur Midan, tu l'as connu un peu à ces années? Ouais, j'ai connu, ouais. Il m'a connu gamin aussi. Alors déjà très gentil, et puis il aimait le beau judo, donc... Il était exigeant sur la technique, etc.?
Ouais, sans plus. On arrivait tous en stage pour en fait préparer le championnat de France où c'était moins technique, plus plus typé compétition. Plus axé sur la compétition, randonnée. Est-ce que tes débuts ont été influencés par des militaires ou des policiers de la région? Je sais qu'il y avait pas mal de militaires qui étaient judokas. Non. Moi, je te dis, c'est Sainte-Maxime, donc deux sports à pratiquer, hein, judo et foot. Donc j'ai fait les deux. Et encore le foot à Sainte-Maxime, c'était plus pour les adultes et un peu moins pour les enfants. Il y avait peu d'enfants? Peu d'enfants, ouais. Est-ce que tu as pratiqué le judo pendant ton service militaire? Alors, bien sûr que j'ai devancé l'appel après mon apprentissage et j'avais le choix entre le bataillon de Joinville à Paris, en judo, ou sport armé, Marseille, avec Jean-Paul Coche. Donc, quand tu as 17 ans, eh ben, tu ne veux pas aller trop loin de la maison. Voilà, donc on a choisi Marseille et on a bien fait. Il y avait matière à faire avec tous ceux qui sont rentrés dans cette année-là. Et puis, Paul nous a préparés comme des... Voilà, en plus, je fais champion de France militaire avec un garçon qui s'appelait Moreno, moi en 60, puis en 65. Et puis après, on est monté 6 mois au bataillon pour préparer les chemins du monde en 78. Alors, attends, parce que tu étais au sport armé, mais ils étaient quand même en bon contact avec le bataillon et préparer les championnats là-bas? C'est-à-dire que quand tu fais champion de France, tu gagnes la Coupe de France parce que quand tu n'es pas au bataillon, il faut savoir que tu gagnes 2 titres. Un gars qui n'est pas inscrit au bataillon, qui ne fait pas son armée au bataillon, s'il le fait à Marseille par exemple, ou quelqu'un d'autre dans une, je sais pas, à Montpellier, il est champion de France, il a 2 titres. Il gagne la Coupe de France militaire et le championnat de France militaire. À partir de là, avec Pascal Moreno, comme on fait champion de France, eh ben on monte à Paris pour préparer les chemins du monde à Téhéran et on y a cru jusqu'à une semaine avant puisqu'on avait les survêtes, etc. On a fait pas mal de tournois. Et puis une semaine avant d'embarquer pour Téhéran, il y a eu le renversement par Khomeini en 78, donc on n'est pas parti. Alors je vois que tu as pratiqué la compétition, j'ai noté quelques résultats que j'ai pu trouver sur le net. Tu as été vice-champion de France en 1972 chez les Benjamins, en moins de 27 kilos. En 74, champion de France minime en moins de 34, vainqueur de la Coupe de France en cadet. Tu as été 3e au championnat de France en moins de 60 kg, mais j'ai pas noté la date. En 79, en senior. Et en 1982, tu as mis fin à ta carrière de compétiteur à cause d'une blessure à l'épaule. Ouais, pas que ça, je t'ai cassé un peu partout et puis je voulais vite rentrer à la maison. Paris, on me proposait des trucs, mais je voulais vite... J'avais ma place ici en tant que moniteur de sport, donc je suis vite redescendu chez moi, Sainte-Maxime, pour travailler avec mon ancien professeur. Donc je l'aidais au niveau des enfants et il m'avait laissé la partie adolescent-adulte. Donc on parle de Monsieur Perreux. Et ton parcours chez Antoine Cazat à partir de 78 et jusqu'en 82 à peu près, c'est ça? Ouais. Ça a été comment? C'était différent son enseignement? C'est-à-dire que moi je les voyais pas trop. 78, donc je redescendais pour m'entraîner chez eux. Bon, on faisait toutes les compétitions. C'est vrai qu'on raflait tout avec le judo club extérieur. Donc moi en individuel et en équipe, on avait une super équipe. Donc on montait souvent au chemin de France par équipe. D'accord. Et Antoine Cazat, il t'a montré des façons différentes de pratiquer le judo? Ouais. Puis il avait une façon. Et puis c'est vrai que tu t'inspires toujours d'un prof. Et je me suis inspiré beaucoup, même la voix et tout. Et c'est marrant parce que le gamin, je dis le gamin parce que j'ai un jeune qui a repris ma suite à Sainte-Maxime. Et on en parlait avant-hier. Il me disait, putain, je parle comme toi. Et voilà. Donc 5 ans, on a travaillé ensemble. On a échangé sur la pédagogie, etc. C'est vrai qu'on prend la voix de l'autre. Les mimiques, les façons de faire. Est-ce que les compétitions, tu trouves qu'elles ont beaucoup évolué par rapport justement à ces débuts dont on a parlé? Ça a évolué, je pense, un peu trop à mon sens, parce qu'on ne laisse pas trop évoluer le judoka avec des... Voilà, on sanctionne. C'est les règlements qui sont devenus trop stricts? Pour moi, oui. C'est vrai que les règlements du judo étaient très différents dans les années 70. Déjà, rien que les comptages de points, Koka, Yuko, Wazari. Et puis avant, j'ai connu que le Wazari et le Hippon. Et puis après, des combats à 10 minutes, des combats à 7 minutes, des combats... j'ai presque tout. Puis les prises de jambes, sans prise de jambes, il y a eu tout. Tu as connu pratiquement tous les règlements. Écoute, commençant le judo à... Quelle époque était la plus propice au développement du judo, au niveau des règlements? Avec prise de jambes ou sans, par exemple? C'est vrai que quand tu combattais contre des judokas des pays de l'Est, là on a fait la Russie, les Hongrois, avec le sambo et tous les Russes. C'était problématique, mais travailler pour les contrer. Mais... On m'a beaucoup raconté que les règlements ont été adoptés justement pour contrer ces judokas des pays de l'Est, donc interdire les prises de jambes, pour revenir à un judo très droit, très debout, et pas un judo penché en avant comme un lutteur. Est-ce que c'est pas une faillite justement des gens qui étaient censés trouver des stratégies pour contrer ça? Je pense. Les règlements au niveau des, des kumikata, des kumikata aussi, ça a été... Ça a fait polémique un peu d'ailleurs, ça aussi. Ça a été un peu...
Maintenant, c'est les gardes croisés, les trucs, ouais, c'est... Ça vient aussi d'une façon de travailler le judo, peut-être parce qu'avant, en randori, on commençait par attraper et ensuite on commençait le combat. Maintenant, le combat commence avant d'attraper, quoi. Ouais. Au niveau des grades, maintenant, tu as le 6e dan depuis 2010. C'est ça. Ouais, je l'ai passé avec un petit jeune que j'ai formé, il est venu à 4 ans, chez moi, donc le petit Jean-Luc Franco. Et alors, c'est vrai que j'ai vu débarquer, quand j'ai passé ma 6e dan, il venait avec 3-4 partenaires. Et c'est vrai que nous, on l'a préparé un an avant. Ouais. Donc, pour faire hooker. Tu l'as préparé. Ah ouais. Oui. Donc on s'entraînait presque toute la semaine. Plus le week-end, on allait voir, on allait apprendre le kata pour le 6e dan qui n'était pas évident. Tu sais, on est cassé aussi parce que, bon, je pense que je commençais jeune, les régimes, et puis à l'époque, il n'y avait pas maintenant les kimonos, ils étaient là, donc aller chercher les mecs. Les tapis, c'était de la pierre. Non, mais ça a beaucoup évolué le matériel, ouais. On chutait, donc comme je te dis, on faisait des records de chute avant. Et les tatamis, c'était quoi? C'était de la paille de riz? La paille de riz. Ouais. Donc ça se tassait, au bout d'un moment, c'était béton. Horrible. Déjà à déplacer pour les déboucher, c'était horrible. C'était horrible. On va parler un petit peu de ton enseignement, du coup. Depuis quand tu enseignes le judo? Alors, je suis redescendu de Paris en 81. Et donc, j'ai attaqué chez Monsieur Pierre Perreux. De suite, hein. Donc j'ai pris d'autres clubs. Ouais. Tu étais d'abord assistant chez Monsieur Perreux? Toujours assistant, ouais. Ok. Et tu avais tes propres horaires de cours ou comment ça se passe? Le soir, c'était moi. Et puis l'après-midi, je l'aidais pour les mercredi, gamins. Samedi pour les gamins, ouais. Ok. Et après, j'ai eu la chance aussi très vite d'avoir des jeunes qui ont bien marché aussi, qui ont été champions de France, donc Alain Mirabello. Comment s'appelait le club de Monsieur Perreux? Judo Club de Sainte-Maxime? De Sainte-Maxime, ouais. Ok, ça a toujours gardé ce nom, ça n'a jamais changé de nom. Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir Monsieur Demarthe, qui était un ancien international du pays, de Sainte-Maxime, et qui m'a enseigné. Il était avec Maître Aoizou à l'époque de Parisé, Courtine, etc. Ouais. Donc c'était un monstre au sol, et à partir de minime, il m'a pris tout seul, des cours particuliers. Donc j'en ai vraiment, pour avoir une bonne défense, etc. Donc pour tout ce qui est Newaza, défense de sol, il t'a bien formé. Alors là, ça m'a fait du bien. Il me prenait 2 ou 3 fois par semaine, en plus de mes... Et au niveau enseignement, du coup, tu as commencé en tant qu'assistant à Sainte-Maxime. Est-ce que très vite, tu as pris des horaires ou des salles pour toi? Non, parce qu'il fallait aller doucement. Donc pour ça, j'ai appris qu'il y avait un club qui se libérait à Vidauban. Bon, il y a eu des problèmes, je ne suis pas rentré dedans et je pense qu'ils étaient tombés à 10 licenciés. Et je suis resté 4 ans et on a fini à 160 avec des jeunes qui marchaient fort au chemin de France, parce que j'ai eu une championne de France qui s'appelle Maud Taupin et qui enseignait à Venelle et qui est partie en Guyane. Et voilà, très vite championne de France. J'ai eu le club de Brignoles aussi, chez monsieur et madame Metz. Alors eux, ils ont monté un club privé et ils savaient que j'étais un... Voilà, donc... Il faudrait que tu me donnes les années pour les clubs. À Vidauban, c'était de quand à quand? Approximativement, hein, si tu ne te souviens pas exactement. 84 à 87. Et en même temps, Brignoles également. Donc là, c'est pareil, j'ai eu la chance aussi de... Donc club privé, à côté du cimetière. Et c'est un couple où il y avait les enfants qui étaient au judo, qui ont monté ça. Et ils ont fait appel à moi. Et c'est vrai que ça a marché très vite aussi. Il y a eu des jeunes qui ont bien marché, comme Mansour Diaf, qui est prof à Saint-Maximin. Et il y avait une belle petite équipe de filles, de garçons, dans une ambiance, parce que l'ambiance c'était très sympa à Vidauban comme à Saint-Maxime. Donc tu as fait d'abord Sainte-Maxime, puis Vidauban, puis Brignoles. Tu avais encore Sainte-Maxime en même temps? Toujours. Okay. Plus mon travail. Plus ton travail. Ouais, j'étais éducateur sportif. Éducateur sportif. À partir de 82. Donc ouais, ça s'est accéléré dès que tu es revenu de Paris en fait. Ouais. Donc c'était tous les soirs, c'était samedi, dimanche, compète. Ok. En quelle année tu as obtenu la ceinture noire, tu te rappelles? En 75, 15 ans. 1975. C'était spécial l'examen par rapport à maintenant? Il y avait un kata et marqué 100 points, bon je les avais puisque... Voilà, oui, en compétition ça allait bien. En compète. Et puis ça m'est resté gravé parce que tu sais qu'on n'était pas loin du golfe bleu, on en a parlé tout à l'heure. Donc moi l'été je m'entraînais qu'au golfe bleu. Ça m'a permis de côtoyer toutes les équipes nationales, parce qu'ils préparaient les championnats du monde, les Jeux olympiques là-bas, africains, européens, puis les champions français, Mounier, Jean-Paul Coche, Oufray, tous les moments, Courtine, Parisé. Donc c'est vrai. Et le jour où mon professeur m'a remis la ceinture, parce que mon père était bien pote avec Anton Gessing, donc il est venu me remettre la ceinture noire. Donc tu vois, Anton Gessing. C'est Gessing qui t'a remis la ceinture noire? Ouais, et puis on était vraiment proches, et même je suis parti en Hollande m'entraîner chez lui. Donc il m'a pris un peu sous sa coupe aussi, Anton. Très sympa, et voilà, donc il venait à la maison, manger des pâtes, enfin très... Ok, et au golfe bleu, tu m'en as parlé, du coup, c'était des stages qui étaient plutôt effectivement destinés au haut niveau.
voire aux professeurs. Aux professeurs, et puis il y avait beaucoup d'équipes étrangères de l'enfant à l'adulte, donc qui venaient au Golfe Bleu. C'était une usine à gaz. Hein, il y avait beaucoup de monde à chaque fois? Sur le tapis, c'était ouais. Oh, c'est bien. Ouais. Et puis moi, ça m'a forgé, bien sûr, tous les tournois que j'ai fait jeune, voilà, où on se tirait déjà la bourre avec des gamins qui n'étaient pas encore champions, mais voilà. Donc, Tu m'as dit qu'après ça, tu as commencé à enseigner donc d'abord à Sainte-Maxime, que tu as toujours gardé. Ouais. Ensuite, tu as pris le club de Vidauban de 84 à 87 et de Brignoles, et tu m'as pas donné les dates pour Brignoles. À peu près pareil. À peu près pareil. Ouais. Ok. Ouais. Donc, et après 87, tu as gardé seulement Sainte-Maxime. Ouais. Et Monsieur Perreux, en quelle année il a arrêté? Ben, il est arrêté. Après, il venait un petit peu au cours avec moi, mais c'est moi qui ai pris après les enfants. Donc vers les années 85, comme ça? 85, ouais, je suis parti au Japon. Ouais, 85, 86, ouais. Il est parti à la retraite. Bon, il était président, enfin, il venait m'assister, mais voilà. Quel grade il avait à la fin? 3e dan, je crois qu'il n'a pas été au-delà. Monsieur Demarthe, lui, 5e. Et donc, Demarthe, c'était un élève de Perreux? Non. D'accord. Il venait d'une autre école de judo, d'un autre club? Ouais, il était parti à Paris pour monter un restaurant, il a fait du judo et puis il est revenu s'installer dans le sud. Voilà. Okay, bon, il était en équipe de France aussi, avec à la même époque que Parisé, Courtine. Très bon donc un très bon judoka au niveau. Je crois qu'ils ont fait même les finales schéma d'Europe par équipe. C'est intéressant parce que j'avais pas beaucoup entendu parler des professeurs d'autour de Sainte-Maxime. J'avais entendu parler d'Antoine Cassa, mais Monsieur Perreux, j'en avais jamais entendu parler. Après, tu avais des bons techniciens, même à Saint-Tropez, Monsieur Lemoine. Ouais. Donc le père de Franck Lemoine. De Franck Lemoine, ouais. Donc, qui était un très très bon judoka. Et à Saint-Raphaël, tu sais qui y avait? Oh, ça remonte, il y avait Murator, je crois. Murator. Monsieur Chopin. Ouais. Marcel Chopin, Chopin, ouais. J'ai contacté sa fille, j'ai eu ses archives, mais Murator, c'est très difficile. Tu l'as connu, Murator? Non. J'ai peu d'informations. Moi, je l'ai connu parce que par rapport au Golfe Bleu, parce qu'il venait souvent au Golfe Bleu. Mais voilà, moi j'étais gamin. Ouais, il était déjà âgé, je pense, il était assez vieux. Ouais. Donc là, tu as fait ta carrière à Sainte-Maxime. Après, en tant que professeur, tu as enseigné donc jusqu'à quand à Sainte-Maxime? Ben, j'enseigne toujours, enfin bénévolement, quand Fabien n'est pas Tu là. as passé la main officiellement. J'ai passé la main il y a 5 ans. Il y a 5 ans, donc vers 2018. Ouais, non, moins que ça. Avant le Covid? Avant le Covid, ouais. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait passer un peu? Alors, je pense que j'avais fait le tour. Tu sais, 40 ans, t'es un peu usé. Même si vers la fin, les compètes et tout, j'y allais moins. Puis l'ambiance des professeurs. Tout le monde se fait la bise, mais voilà. Ça me gênait un petit peu, mais je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut passer la main. Voilà. Donc, en plus, ce garçon, il vient d'un club, il était professeur de judo, Caillasse Fabien, et il avait le Kodokan Saint-Raphaël. On a travaillé ensemble, voilà, donc on a échangé, sur la pédagogie. C'était pas un de tes élèves à l'origine, c'est quelqu'un qui venait d'ailleurs. Et donc, tu as travaillé avec lui. Bon, après, je l'ai connu gamin aussi, tu vois. Mais c'est quoi son nom de famille? Escaillasse Fabien, qui s'en sort très bien, il a du monde. Je pense que ça nous a fait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait du bien, et lui aussi, je pense. Donc, on a échangé. Pas trop, pas plus que ça, mais à gérer les parents, et puis physiquement, physiquement, c'est lourd. Tu sais, quand tu passes de 15h à 21h le soir, où il faut beaucoup parler, où il faut échanger avec les parents, où c'est du travail quand même, ouais. C'est difficile. Alors, c'est vrai que j'allais un peu moins en compétition, et bon, ça sauf des dimanches, parce que c'est tous les dimanches. Et t'étais professeur, c'était une association qui était soutenue par la municipalité ou c'était indépendant complètement? Municipalité. Municipalité, donc c'était une salle municipale? Absolument. Et est-ce que j'étais travaillant indépendant et je donnais mes cours. Ok, donc tu étais professionnel, tu étais payé quand même pour les cours? Oui, j'étais indépendant. Et à la Fédé, est-ce qu'ils t'ont soutenu d'une manière ou d'une autre? Alors la Fédé, moi j'ai beaucoup travaillé avec la Fédé puisque je faisais passer les diplômes d'État, j'encadrais les stages au niveau. Mais les formations ont beaucoup évolué et je crois que c'est plus du tout comme à l'époque. C'est-à-dire que maintenant, c'est des formations qui sont plutôt tournées vers la compétition, encadrer les compétiteurs, faire des programmes d'entraînement, etc. Alors qu'avant, ils formaient plutôt des professeurs. C'est vrai. Et est-ce que tu as connu l'évolution des formations? Tu peux en parler un peu? C'est vrai qu'on a eu des choses un petit peu horribles, mais à l'époque,
faire des pompes à des gamins, un peu dangereux, mais bon, on était là un peu pour les recadrer aussi. Mais je pense que c'est plus encadré maintenant. Ouais, donc il y a des directives quand même bien claires, etc. C'est vachement plus encadré. Après, d'abord, ils l'ont pas voilà, du jour au lendemain. Ok, ouais, parce qu'avant, il y avait donc le diplôme d'instructeur fédéral, c'était le premier. Moi, j'ai pas connu ça. T'as pas connu enfin, on va dire, il y avait le diplôme de professeur de judo et discipline assimilée, quoi. Ouais. C'était le premier diplôme en 1955. Après, il y a eu les brevets d'État assez vite, mine de rien. Il y a eu les brevets d'État, il y a eu les diplômes d'État, et après, il y a eu les brevets d'État, et après, il y a eu, voilà, et après, il y a eu, maintenant, il y a les CQP, ce genre de choses. Bon, au final, c'est à peu près les mêmes formations. Hein. Absolument, mais un peu plus longue. C'est sur combien? Sur un an? Sur un an, par week-end, sur un an, sur 2 ans, sur... Donc, c'est plusieurs week-ends dans l'année. Et ils apprennent quoi? Ils apprennent à la fois la pédagogie, l'encadrement des jeunes, etc. Ouais, les groupes d'enfants, les 5, Est-ce qu'il y a des cours vraiment, on va dire, académiques, comme de l'anatomie, de la physionomie? Non, pas du tout. C'est plutôt, on part du principe que le professeur, il sait enseigner, on lui apprend juste un cadre. Après, il faut qu'il aille voir un petit peu ce qui se passe dans les clubs aussi, encadrer les gamins. Et donc, ces formations-là sont dirigées au niveau départemental, je suppose? Non, je crois que c'est régional. C'est régional, donc c'est le CTR qui encadre ces formations. Ouais. Ok, donc à l'époque c'était Claude Laurent. Après, ça a dû évoluer. Ouais, Claude Laurent, Jean-Paul Coche. Voilà. Été, et toi, quand tu as toi-même fait les formations? Alors non, moi j'étais à l'INSEP, donc. Ah oui, bah oui, c'est vrai. J'ai passé à l'INSEP, ouais. Ok. Ouais. Et BE1, BE2. Et ici, quand tu as organisé les formations, il y avait des gens qui. C'est pas moi qui ai organisé, c'est la Fédé. Ouais. Donc nous, on était appelés à la fin du cycle, en fait, pour les noter au niveau pédagogique. D'accord. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc la Fédé, en fait, elle a certains professeurs dont elle dispose qu'elle envoie pour aller. Ouais. Ok, c'est intéressant. Ok, très bien. Alors, une petite question sur l'histoire du judo au féminin. Est-ce qu'il y avait déjà des femmes dans les clubs de judo quand tu as commencé, ou très peu, comme on a dit? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non. Ici, dans le sud, j'ai l'impression qu'il y avait quand même plus qu'à Paris, etc. Toi, tu es allé à l'INSEP. Ouais. Est-ce qu'il y avait une section féminine à l'INSEP? Oui, déjà, oui. Il y en avait déjà une. Ouais, donc, ouais. c'est qu'il y avait quand même un judo féminin qui commençait à se développer. Toi, tu étais dans les années 80 à l'INSEP, c'est ça? C'est ça. Ok. Après l'armée. Et les femmes en judo, elles avaient un judo différent techniquement ou... Bon, après, tu avais des bonnes équipes de France, hein. Tu avais les triadous, les... Oui. Donc c'était un judo qui était quand même techniquement très avancé. Ouais. Et est-ce qu'il y avait des différences au niveau technique? Elles avaient un peu les mêmes stratégies que les hommes en fait. Hein. C'était un peu, même si ça a beaucoup évolué maintenant. Mais... C'était des cours groupés de toute façon, il n'y avait pas de cours spécifiques pour les femmes. Ok. Petite question sur ton club. Donc tu étais longtemps au club de Sainte-Maxime. C'était quoi ton nombre moyen d'élèves à l'année? On tournait toujours entre 100 et 200. Après, il faut savoir que bon, les salles à Sainte-Maxime, pour les avoir, c'est pas facile. Ouais. Il y a d'autres. Le tatami était occupé par d'autres associations comme le karaté, l'aïkido, etc. L'aïkido, etc. J'ai toujours dit que le karaté, moi je trouve ça c'est super parce que j'en ai fait. Hein. Mais bon, il commence à s'y mettre là, depuis 5, 6, 7 ans. Il nous copie un petit peu au niveau pédagogique. Ouais. Parce que c'est plus ludique maintenant. Donc c'est plus à base de jeu qu'avant. C'est vrai que sur 1 heure, tu tapais des coups de poing et des coups de pied. Le gamin, il arrêtait vite, quoi. Donc, mais maintenant, ils ont bien évolué là-dessus. Ouais. Ah, c'est intéressant. Alors, tu as pratiqué aussi le karaté? Ouais, ceinture marron, ouais. D'accord. Avec mon professeur qui était, tu sais, à l'époque, ils étaient professeurs de judo, karaté. Ouais. Et j'en ai fait aussi avec Ishikawa, un japonais, qui venait au Golfe Bleu et qui venait à Sainte-Maxime aussi. D'accord. Ishikawa? Ouais. Ah, je le connais pas celui-là, tiens, c'est intéressant. Ouais. Et donc, il était prof de judo et il donnait aussi des cours de... Non, mon professeur, monsieur Perreux. D'accord. Et Ishikawa, c'était un prof de karaté? Ouais, mais qui, lui, au niveau et qui venait de... Alors, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait Bouvalon pas loin. Quand il débarquait mai-juin, on les avait tous au club. Donc, en théorie, à Beauvallon, il y avait en gros la fine fleur des arts martiaux, le karaté, judo, aikido. Parce qu'il y avait aussi des profs d'aïkido qui passaient. Il y avait toutes les. Ouais. Ok, bah ça c'est très intéressant. Et est-ce que l'enseignement il a évolué du coup? Toi, tu as été prof pendant des années. Ouais, tu sais. Ta méthode au début et ta méthode à la fin, ça n'avait rien à voir. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, moi j'étais au Canada, j'ai pas mal voyagé et j'avais toujours mon kimono dans le sac et j'avais toujours mon kimono et voir ce qui se fait ailleurs, chez les gamins, chez les ados, chez les adultes, c'est toujours intéressant. Et j'en ai pris, je me suis un peu inspiré de tout ça. Tu as été frappé par des différences dans le judo au Japon, au Canada? Canada, sympa. Canada, ils avaient des jeux déjà, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ça, c'est intéressant. J'ai ramené plein de jeux du Canada, c'est vrai que... Et au Japon, tu es allé en quelle année? Avec Bruno Serin. Ah, ça alors. Ouais. Alors, moi, j'avais pas eu la chance de partir avec l'équipe de France. Et je me suis dit, avant d'être un peu fatigué physiquement, il fallait... Et on en parle un jour avec Bruno.
que j'adore. Je me dis pourquoi pas, et on est parti comme ça, donc introduit par la Fédé. On a débarqué, je sais pas, il était un peu expliqué, non? Ouais, on a débarqué au Kodokan, et puis on est bien tombé, puisque c'était en 80, donc l'année des Jeux à Moscou, donc on est tombé avec l'équipe olympique, donc on s'entraînait avec l'équipe olympique. Sur un mois ou sur un mois et demi, on n'a pas fait trop de vacances, je crois qu'on a pris qu'une semaine. Et on allait s'entraîner tous les jours aussi à la police. Enfin... C'est intéressant. Et du coup, tu as trouvé que leur judo était différent? Ouais, c'était un régal. Franchement, je me suis blessé qu'une fois avec un Iranien, je crois. Et fantastique, même quand tu pousses, parce qu'il avait les portes de saloon. Ouais. Et avec Bruno, on rentre où la police s'entraînait. Enfin, tu vois 200 mecs sur le tapis avec des oreilles en steak. Je regarde Bruno et je me dis, putain, on s'est trompé d'endroit, faut partir. Donc là, tu mets tes kimonos. Et là, pendant une semaine, ils te testent. Voir un peu ce que tu vaux, etc. Il n'y a personne qui te parle, donc c'est du combat, je crois 6 heures d'entraînement. À partir de... Donc ils ont vu, on était un peu, pas sans me vanter, mais on était un peu guerriers, donc moi ça me... Et c'était un régal, quoi. Moi c'était le judo qui me convenait, le judo de déplacement. Est-ce qu'ils faisaient différemment les techniques par rapport à ici? Non, ils se tiennent droit, t'es pas penché en avant, voilà, quand ça part, tu chutes. T'essayes pas de te retenir, eux c'est pareil. Ils font quand même une sorte de randori propre. Ouais, super propre. Et même si tu prenais des 100, des 110 kilos, ils se mettaient pas à ta portée parce que bon, ils te balançaient quand ils voulaient. Et pour l'anecdote, un jour, sur 6 heures d'entraînement, il nous arrive un groupe de Japonais en plus de la police. Et j'en prends un au sol, 2, 3, et je commence à les étrangler vers la fin de notre séjour. Putain, j'ai dit à Bruno, je vais debout. J'en fracasse un, enfin fracasser, excuse-moi le terme. J'en fais tomber un, je fais tomber le deuxième, que des... Putain, je vois Bruno, je dis, c'est pas possible. Quand on rentre en France, on va être... Et en fait, en discutant, c'était des cadets première année. Oh putain, ok. Donc si tu veux, on était tellement... Voilà, on s'est mis à rire, mais bon, après, je pense que les seniors qui étaient là-bas, ils avaient vu un peu le cinéma. Et je crois qu'on a gobé pas mal après. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais bon, c'était sympa. Ok. J'avais toujours un peu cet a priori, tu sais, comme on me racontait à l'époque, ils nous étranglaient, ils nous laissaient comme ça, dans les vapes. Non, ça n'a pas du tout été ça. C'était entraînement rude, mais... Et là-bas, ils ont une façon particulière d'aborder le judo, et c'est vrai que c'est la terre du zen un peu. Est-ce qu'ils ont une philosophie qui est propre au judo, ou est-ce que c'est vraiment l'entraînement compétition Non, c'est cool. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ok, donc ils se prennent pas la tête, ils s'entraînent normalement. Et puis il y a des codes, et puis... Alors j'ai quelques questions sur ta manière d'aborder le judo. Est-ce que tu penses que le judo, c'est un sport qui est utile en self-défense? Absolument. Ok. Et tu avais toi-même un cours de self-défense avec le judo? Oui, ouais, okay. Jiu-jitsu. Ouais. Jiu-jitsu. Oui, tu m'as dit que les premières démonstrations qui étaient faites, auxquelles tu participais avec ton professeur... Des combats de rue. Plutôt des combats de rue. Et puis c'est vrai que ça a toujours été très sympa. C'est intéressant parce que le jiu-jitsu, comme on m'a dit précédemment dans d'autres interviews, c'était un argument fort pour vendre le judo. Quand on faisait des démonstrations, on ne faisait pas des démonstrations de judo, on faisait des démonstrations de jiu-jitsu, mais pour amener les gens au judo. T'as raison. Bon, après, c'est 75% enfin 70% de judo et le reste, c'est coup de poing, coup de pied, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, les chutes... Et le jiu-jitsu, tu as continué à l'enseigner ou tu enseigné que le judo au club? De temps en temps. De temps en temps, il y avait De temps en temps, mon groupe d'adultes, allez, top, c'était parti, on mettait les gants et puis... Et il y a aussi donc les frappes, les atemis. Ouais, okay, sans toucher la tête, sans toucher... Ok. Ouais. Ah ça c'est intéressant. Mais c'est intéressant, je pense que... C'est pas l'avenir, mais... Regarde, le judo brésilien a pris une ampleur importante, ouais. Ouais, le judo brésilien, c'est beaucoup de sol. Bon, ils font un peu debout aussi, ils sont bons debout, mais ils sont très très bons au sol. Ouais, et puis je pense que la compétition jiu-jitsu, c'est sympa aussi à voir. T'as emmené toi tes élèves en compétition dans d'autres formes de compétition que celles proposées par la... Non, que FFJDA. Que FFJDA. Ok. Ouais, pour revenir à... J'ai travaillé aussi à la Fédé. On accueillait les équipes de France françaises et japonaises féminines pour préparer le championnat du monde à Minsk. Ouais. Et donc on avait tout mis en place à Saint-Maxime, donc hôtel, etc. Et c'était des très bons souvenirs, et même l'équipe de France de Jiu-Jitsu. D'accord. Et pour préparer des grosses compétitions, et voilà. Donc à un moment donné, on était sur le point, voilà. En plus, on avait un dojo qui s'y prêtait bien. Et puis ici, à Sainte-Maxime aussi, il y avait il y avait de grandes organisations. Moi, j'ai fait mes recherches sur le karaté avant de passer sur le judo. Il y avait Pierre Pérez qui organisait la Coupe mondiale de karaté féminin. Bien sûr. T'as entendu parler de ça? Ouais, j'étais Ça en plein dedans, puisque j'étais au service des sports, donc
l'aider à mettre, à mettre en place la sur chose, l'organisation, aller chercher bien. des personnes à l'aéroport, etc. Alors toujours sur ta façon de voir le judo, qu'est-ce que c'est pour toi que le judo pour un pratiquant? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? C'est quoi les objectifs? Plein de choses. Moi je pense les nerveux on les calme, et les calmes on les rend un peu plus speed. Donc puis c'est vrai que c'est un sport vraiment sympa pour un enfant. C'est formateur tu penses pour les enfants? Ouais. Et est-ce que, tu sais, quand on dit les objectifs avec les arts martiaux, les gens ils te disent vite, les gens du commun, on va dire qui ne pratiquent pas forcément, ils te disent vite, on va devenir très fort ou ce genre de choses. Est-ce que c'est vrai? Non, on les calme vite. Ouais. Alors, moi j'étais un professeur qui était toujours rigide sur les passages de grade, de la ceinture blanche à la ceinture marron. C'est comme l'école ça. Tu as peu de choses à apprendre, mais si tu sais, tu sais. Mettre une ceinture, la kimono. Alors il y en a qui loupaient un peu leur ceinture. Il y avait un rattrapage 2 semaines. Mais j'étais exigeant. Voilà, que veut dire mater, les trucs, qu'est-ce qu'on fait avant de rentrer sur un tapis, le code moral. Alors il y a des parents que, pourquoi il a loupé, pourquoi, parce que t'es quelle ceinture toi, tu peux me... Ouais. Quelle ceinture t'as été? J'étais ceinture jaune. Ouais, bon, écoute, voilà. C'est pas grave, mais voilà, ton fils il a loupé parce que c'était pas bien. Et puis il repasse. C'est dur à entendre ça pour les parents. Ouais, mais c'est un peu comme à l'école d'ailleurs. Pourquoi mon fils il a pas eu une meilleure note? Parce qu'il la mérite pas. Voilà. Et je pense que c'est très important. Après, moi, mes grades, je les ai gagnés en compétition. Ouais, donc forcément, la compétition a quand même une valeur de socle réaliste. Il n'y a pas forcément ça dans d'autres arts martiaux. Par exemple, en Aikido, il n'y a pas de compétition. Et en karaté, la compétition et la technique, ça s'est vraiment séparé beaucoup. En judo, ça reste lié parce que pour passer les grades, tu as quand même besoin de marquer des points en compétition. Faut montrer qu'on a compris la technique et qu'on sait l'appliquer contre quelqu'un qui n'a pas envie de se la faire appliquer. En karaté, tu peux très bien passer tes grades en présentant des katas et en faisant des kihon. Et bon, il n'y a pas de... ça, c'est vrai que c'est une particularité du judo. Et ça se ressent dans l'enseignement. Les professeurs, ils ont quand même envie que les prises, elles passent. C'est pas juste faire la jolie prise, il faut que la prise, elle passe quand même. Bien sûr. C'est beaucoup de techniques, beaucoup de répétitions, d'uchikomi. La préparation physique, elle a évolué avec ça? Toujours. Toujours? Elle évolue toujours. Toi, quand tu faisais cours, tu faisais quoi? La condition physique plutôt en début? L'échauffement assez rude. Ouais. Et après l'échauffement, je les gardais 20 à 30 minutes et on continuait sur des pompes, tout ce qui était abdos, renforcement musculaire, etc. D'accord. Oui, donc c'est quand même une base de condition physique qui est essentielle. Et après, je demandais, je leur faisais des petits plans d'entraînement aussi. Le week-end, aller courir, bon, ça dépendait des phases. Tu avais des différences en fonction des différents profils dans ton enseignement? Est-ce que tu arrivais à... Parce que dans le cours, en général, tu as 30 ou 40 personnes. Est-ce que tu arrivais à quand même proposer quelque chose de plus spécifique pour les compétiteurs ou pour les enfants Absolument. Alors, des compétiteurs, tu avais plusieurs niveaux. Tu avais celui qui était départemental, régional, national, voilà. Donc celui-là, ils avaient presque chacun une préparation spécifique. Ok. Et les enfants, c'était très différent des adultes? Oui, ludique. Okay. Mais ludique sans bruit. Ouais. Donc avec de l'ordre quand même. J'ai toujours de l'ordre. Toujours de l'ordre. Et les parents, j'ai toujours voulu qu'ils assistent au cours. Pourquoi? Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi? Pour voir l'évolution du gamin. Parce que c'est tellement facile de fermer une porte. Enfin, ça ne concerne que moi. Tellement facile de fermer une porte et de rester avec les gamins. Non. Moi, j'ai toujours voulu que les parents assistent à mes cours. Bien sûr en respectant le cours. Ça c'est intéressant. Ça c'est important. Pour moi c'est important. C'est pas le cas de tous les professeurs et surtout tu parles de la porte fermée. Effectivement, il y en a qui ont cette politique de la porte fermée. Ils laissent les gamins à l'entrée du dojo, ils les récupèrent. Chacun fait comme il veut. Mais moi c'était ma politique et pourquoi? Parce que les parents observent. Donc ils voient que tu fais pas de la garderie parce que c'est pas de la garderie. Tu es à l'élève, bon, c'est facile. Tu fais que des jeux pendant 1 heure. Qu'il y a du silence, sur le tapis, ça bronche pas. Ouais, ils voient qu'il y a une progression de leurs enfants dans le sport quand même. Puis le sport c'est formateur aussi pour les enfants, donc ça leur apprend plein de choses sur la vie aussi. Ouais, et puis pour les gamins, c'est anecdote aussi. Un jour, à 2 h du matin, je reçois un coup de téléphone, un commandant de Toulon, de la gendarmerie. Ils avaient mis en garde à vue un jeune et qui était déjà difficile. Un de tes élèves? Ouais, et pendant sa garde à vue, il a parlé que de moi, si tu veux, donc il a fait un braquage.
Et le commandant me disait, qu'est-ce que vous pensez de ce jeune, etc. Et vous l'avez eu au judo, il parle que de vous. Et bon, c'est un gamin qui était à la DAS, donc il avait eu déjà des problèmes au départ. Mais voilà, c'était avec moi et il a toujours été. Donc on est là aussi pour. T'es amené à faire partie de leur vie au sens large du terme. Quoi. Bon, c'est vrai que c'est une grande famille. Il y a une époque où le karaté, le kendo, l'aïkido faisaient partie de la FFJDA. Est-ce que toi, ça a modifié ton parcours en quoi que ce soit? Tu m'as dit que tu as fait un peu de karaté avec ton professeur qui du coup enseignait aussi un peu de karaté. Est-ce que l'aïkido, par exemple, ça t'a tenté à un moment ou... J'ai essayé. T'as essayé? Donc ça m'a pas convenu parce que j'arrivais pas à choper. Enfin, c'était Beaucoup de côté gaeshi et pas beaucoup de haraigoshi, quoi. Voilà, et moi j'aimais le contact, donc c'était difficile. Ouais. Est-ce que ça a modifié aussi ta manière d'appréhender l'enseignement, de voir d'autres arts martiaux Bien sûr, bien sûr. Le karaté, tu m'as dit que maintenant ils arrivent à des jeux pédagogiques, mais c'est vrai que par rapport au judo, c'est très tard. Le judo, ça fait depuis les années 70-80 qu'ils ont mis en place ça. Est-ce qu'il y a d'autres arts martiaux que tu as pratiqués, ou des sports de combat, la boxe ou ce genre de choses? J'adore la boxe, et j'en ai fait avec des champions, puisque à Saint-Maxime, j'ai pratiqué avec eux, qui m'ont appris, donc ça a été un régal, parce qu'ils ne me touchaient pas trop, parce que sinon... Et puis j'en ai fait souvent à l'INSEP. Oui, à l'INSEP. À l'INSEP avec l'équipe de France amateur, donc, mais bon, c'était un sport de... Je peux te dire qu'en 78, 79, 80, 81, j'avais la caisse, tu tiens pas un round. En plus, le gars, il te touche pas. Physiquement, c'est au niveau cardio... C'est horrible. Le judo a beaucoup évolué ces, on va dire, 30 dernières années, peut-être même 40 dernières années. Il a évolué vers le tout compétition, comme on dit souvent. Est-ce que tu penses qu'on doit revenir vers un judo plus traditionnel, ou est-ce que tu penses au contraire que la compétition, ça peut sauver le judo? Il faut un mixte. Il faut un mixte avec la compète, et il faut que ça reste ludique aussi. Après, ils ne seront pas tous champions. Mais bon, pour être une bonne ceinture noire, il faut aller quand même... voilà, à un moment donné, tu es ceinture marron, il va falloir aller chercher tes points. Donc la compétition, à un moment donné, tu es obligé d'y aller. Et donc la compétition, c'est, on va dire, l'assurance que le judoka est efficace. Ouais. Et en ce qui concerne le judo traditionnel qui tend à péricliter, il n'y a plus les kataguruma, c'est fini. Donc ça va disparaître, ça. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses? Ça va peut-être revenir un jour. C'est pas parti pour. Loin de là. Mais pourquoi pas? En tous les cas, on les enseigne pour les katas, ces techniques. Donc en théorie, ceux qui présentent les katas sont censés les connaître. Le problème, c'est qu'ils les connaissent, mais ils ne les pratiquent pas, ils ne les maîtrisent pas. Donc ça pose un problème pour les nouvelles générations de professeurs, parce que si les nouvelles générations de professeurs ne connaissent pas ces techniques, ça risque pas de revenir un jour, ça va se perdre. On perd quand même un peu de technique du judo, et à 10% ou 15% qui partent en fumée, quoi. C'est sûr. Maintenant, je crois qu'il y a même des techniques, des genres de moroté qu'on peut plus faire, etc. C'est grand n'importe quoi. D'accord, bon, au moins c'est clair. Mais est-ce que tu penses que ça aurait pu être autrement? Ils auraient pu prendre un autre chemin parce que leur objectif, qui était noble à la base, c'était de refaire un judo debout, propre, etc. Mais ils se sont foirés dans les règlements, ils n'ont pas compris que ça allait juste plier le judo en deux et qu'il y aurait une partie qu'on ferait plus, quoi. T'aurais fait différemment, toi? T'aurais essayé de... Moi, j'aurais essayé certaines techniques. Après, bon, on peut comprendre pour des techniques comme Kami Bazami, tu vois, où il peut y avoir des blessures. Et puis là, j'en ai vu des genoux qui ont sauté. Juge, arbitre? T'as été arbitre? Oui, arbitre, interrégion, D'accord. Département, ligue et interrégion. Alors, le rôle d'arbitre interrégion, c'est que tu es amené quand même à te déplacer beaucoup pour arbitrer les combats. Ce qui peut arriver, c'est que tu arbitres les combats de judoka dont tu connais le professeur ou dont tu... Ouais, alors, il faut toujours être impartial. Mais, et puis, comme en compétition, il faut se faire respecter. Ouais. Je pense qu'un arbitre, s'il est sûr de lui, il va se faire respecter. S'il est hésitant, voilà. Et moi, j'ai toujours été sûr. Donc, j'ai jamais eu de problème. L'arbitrage en judo est quand même difficile. Il faut avoir un très bon niveau soi-même pour être bon arbitre. Et là, en plus, avec les nouveaux règlements, ça a l'air d'être terriblement compliqué. Il y en a trop. Et j'ai l'impression qu'effectivement, dès que les autres, les professeurs, etc., voient une faille dans l'arbitrage, ils s'y engouffrent comme... Donc c'est vrai que c'est très difficile d'être un bon arbitre de nos jours. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des gros problèmes d'arbitrage? Un peu moins quand tu tombais sur les fesses, Koka, Yoko, tu vois. Il y en avait encore moins, puisqu'il n'y avait que Wazari pour l'époque. Est-ce qu'il y avait des arbitres qui étaient plus exigeants que d'autres? Tu tombais sur un arbitre, il pouvait t'accorder Wazari, l'autre arbitre pouvait t'accorder Ippon. Ouais, je sais que moi, quand j'étais gamin, il fallait que je gagne par Ippon, parce que j'avais déjà un Wazari de retard. Mais il fallait que je gagne par Ippon. D'accord.
Donc, Parce qu'on m'a parlé de... Tu as dû connaître Monsieur Boutros à Marseille. Alors Boutros a été, c'est lui qui a fait passer le kata à mon frère à Saint-Auban. Il m'a arbitré au chemin de France Benjamin. En tant qu'arbitre, il était très respecté. Moi, j'en ai entendu parler par les karatékas qui me disaient qu'ils faisaient littéralement, je cite, la pluie et le beau temps sur les tatamis. C'est-à-dire qu'en gros... En karaté. En karaté, ouais. Parce qu'en judo, je sais pas, à part le chemin de France où il m'a arbitré un combat Benjamin, où il était, voilà. Et tu trouves qu'il t'a bien arbitré? Ah, moi très bien, ouais. Parce que c'est vrai que les professeurs de judo ont quand même un grand pouvoir en ce qui concerne l'arbitrage. Ah, tu sais, on est tous des professionnels. Donc, je pense que ça se remarque. Ouais. Même si tu as une affinité, tu étais un gamin qui vient dans ton club, tu le vois régulièrement et tu l'arbitres. Le coach à côté qui est son élève, je pense qu'il va voir qu'il est en train de se faire. Ouais. Et pour l'anecdote, finale championnat de France UNSS. Il avait été champion de France fédéral. Mon gamin, il gagne, donc il est champion de France, il annonce vainqueur, cadet. Il sort du tapis, il va pour sortir, on le rappelle, et ils ont donné la décision à l'autre. Donc il s'est fait voler, donc moi je suis passé par-dessus un truc de fou. Donc là c'était vraiment du vol manifeste. Ok. Ils sont revenus sur leur décision si tu veux. Et il avait gagné haut la main puisqu'il a marqué Hippon, mais ils l'ont donné à l'autre. Mais il fait vice-champion de France UNSS. Quand c'est comme mais ça... la salle s'est levée. Maintenant c'est vrai que tous les combats sont filmés, donc si tu veux faire une réclamation auprès de la Fédé, tu peux. Ouais. Bon, alors, tu sais, mes élèves, j'ai toujours eu un mot d'ordre. Tu veux pas être embêté par l'arbitrage, il faut gagner par Hippon. Oui, c'est vrai. Mais bon, là, apparemment, même le gars qui gagne par Hippon peut se faire sûr. jouer. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la Fédé ces dernières années? On va dire depuis l'année 2000 à peu près. Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens, dans le mauvais sens? Il y aurait des trucs à faire, des trucs, des idées que tu t'aimerais mettre en place si tu étais à la tête? On dirait qu'ils sont plus à l'écoute. Ouais. On dirait. C'est dommage qu'il n'y ait pas des gens qui descendent un peu de Paris, qui vont voir ce qui se passe dans les clubs, voilà, et qui se nourrissent un peu de tout ce qui se fait dans les clubs. C'est intéressant ce que tu me dis parce qu'on voit, quand on regarde en particulier l'histoire du judo en France, qu'il y a une très grosse différence entre le judo parisien, qui est un monde un peu à part, et le judo de province. Et on voit que les judokas parisiens, en particulier les gens qui sont actifs à la fédération, ils considèrent la province comme une vaste contrée lointaine où il y a des ploucs. Ça a toujours été ça. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, nous on avait ce problème avec le Var-Est. Ouais. Le Var-Ouest, donc Var-Est, Toulon, on était de la merde quoi. Voilà, il y avait Toulon. Alors en théorie, c'est le rôle un peu du CTR ou du CTD. Ouais, bon après tourner dans les clubs, non, mais c'est sûr centraliser. qu'avec Claude, il n'y a jamais eu de problème. Ouais. Donc ça décentralisait pas mal, mais bon, pas plus que ça. C'est vrai que le système fédéral est fait de telle manière que, d'ailleurs, les judokas de province sont souvent appelés dans les clubs parisiens, ils signent dans les clubs parisiens comme les footballeurs, donc ils sont amenés à se barrer de leur club d'origine. Alors c'est très difficile, très difficile de les garder. En plus, nous, à Saint-Maxime, on avait 3 000 € de subvention. Donc, ouais, donc tu peux pas faire grand-chose contre un club parisien. Ouais, une fois que tu as fait un apéro, une fois que tu as fait des goûters pour les enfants, une fois que tu as fait un truc, il ne te reste plus rien. Après, tous ces gamins-là, ils sont happés par des gros clubs. Alors à l'époque, ça se passait comment? Je prends le cas de Mirabello ou d'autres. Moi, je montais à Paris avec eux et c'est pas moi qui négociais le contrat, mais voilà, je dis il faut prendre ce club parce que voilà, je connais les gens. Ouais, donc tu les guidais quand même, tu les laissais pas tout seul au milieu de la route. Ouais. Après, il y en a d'autres qui te laissent, qui te prennent des gamins sans te le dire, ou bon, ça te reste entre les... Il y a une grosse concurrence, j'ai l'impression, pour le recrutement. Ouais, c'est pas bien, parce que tu pars, tu conviens plus, il n'y a aucun problème, mais la discussion, ça a toujours... Cette mentalité a changé. Et tu vois, notre Saint-Tropez, Saint-Maxime, j'avais un tropézien qui venait, Franck avait 4 ou 5 clubs, ça convenait pas, il venait, il me dit, voilà, j'arrive de chez Franck, je veux venir... Je dis non, moi je veux une lettre de sortie de ton professeur. Pour qu'il soit d'abord au courant. Tu vois, c'était une autre mentalité. Ouais. Comme lui, ça convenait pas. Moi, je pouvais pas convenir à tout le monde. Il allait s'inscrire, il voulait aller s'inscrire à Grimaud ou Covolin. Pareil, il demandait une lettre de sortie, on s'est toujours téléphoné. Voilà, ce que je reproche, c'est que ça, quand tu as un bon élément, hop. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse concurrence et le problème, c'est que les professeurs... Alors, c'est très intéressant parce que les professeurs en judo sont plutôt professionnels. En karaté, c'est plutôt une majorité de bénévoles, ce qui est bizarre parce que c'est à peu près les mêmes sports, quoi. Et en judo, comme ils sont plutôt professionnels, ils ont quand même un intérêt très important à avoir des compétiteurs forts parce que moi, je vais aux archives régulièrement, je vois les dossiers de demande de subvention. En gros, le dossier de demande de subvention, c'est pas « bonjour, on veut 3 000 €, c'est bonjour, on a 5 compétiteurs de niveau national. Donc si on n'a pas de compétiteurs forts, on n'a pas de subvention. C'est des locomotives. Ouais. Et si on n'a pas de subvention, on n'a pas de club derrière, on vit pas quoi. Dans un club, il faut toujours des locomotives. C'est vrai que donc, ça booste les autres. Hein. Ouais, ça a augmenté cette concurrence entre les professeurs. Dès qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin de compétiteurs, ils n'ont pas hésité certains à aller les recruter ailleurs s'il y avait besoin. Hein.
Ouais, mais c'est pas... Il y a la manière de le faire. Alors, est-ce que tu as organisé des galas ou des démonstrations? Ouais, toujours. Alors, tu faisais quoi, une fois par an? Alors, il y avait le tournoi des bravades, Sainte-Maxime. Des bravades, c'est à Saint-Tropez aussi qu'il y a le... Ouais, ça a commencé là-bas. Ok. Et moi, j'ai repris le concept. Donc, c'est une fois par an? Ouais. Et ça a commencé quand? Dans quelles années? Ben, moi, j'étais gamin, donc à Saint-Tropez. Ok. Non, mais à Saint-Tropez, ça a commencé... Ouais. Et quand je suis arrivé, ouais, on a commencé à le faire... Dans les années 80? Un peu plus tard, 90. 90, on a 90, 95. Donc ça se passe à Sainte-Maxime? Ouais, chaque année, ouais. Ok, et Tournoi des bravades. c'est plutôt les enfants? Tournoi des bravades à consonance, recherche pour le cancer, enfin... Recherche pour? Pour le cancer, pour... voilà. D'accord, oui, donc Hein? les fonds sont utilisés bénévolement pour des associations Absolument. de recherche. Une fille qui était atteinte d'une leucémie. On avait une jeune qui marchait très très fort, qui était dans les 3 meilleures françaises en minime ou cadette, et qui a eu un cancer malheureusement. On a fait un truc pour l'aider, on avait récolté 8 000 euros. Ok. Et qui est, voilà, petite Romane Joac, et j'y Donc pense souvent. c'est un tournoi qui a une influence plutôt municipale, régionale? On l'a fait au niveau interrégional. Ok, ah ouais, donc quand même ça a une petite influence. Ouais, avec pas tous mal. mes potes, hein, Jean-Marie Demelas qui venait de la Ciotat, tous les clubs du Var, tous les clubs de la Ligue, des gros clubs de Nice, et on participait. Voilà, donc. Ça se fait toujours? On a changé le concept cette année, mais on l'a pas appelé Tournoi des Bravades, mais c'était un tournoi pour Monsieur Henri Courtine. Voilà. D'accord, ok. Donc on l'a pas appelé comme ça, mais ça va revenir. Donc ça fait quand même une bonne trentaine d'années depuis les années 90. Ouais, on a toujours fait un tournoi, des démonstrations. Des démonstrations plutôt pour la fête des sports, ce genre de choses? Toujours. Ok, très bien. Ouais. Est-ce qu'on a oublié des éléments importants de ton parcours? Bon, l'INSEP, ça a été super, c'est une super expérience. En plus, on était un groupe du Sud, donc on était 5-6 avec les Louis Giuseppi, les Jean-Marie Demelas, les Del Colombo, les Pietri, les Siliberti, et on avait un peu pris un mec du Nord aussi, Fournier avec nous aussi. Voilà, on était un petit groupe, on s'est toujours bien entendu. Et c'était important les premières années. T'es resté combien de temps à l'INSEP? 3 ans? 3 ans. Ouais, donc ça a été formateur quand même. Ah ouais. Ok. Et à part l'INSEP, est-ce qu'il y a d'autres éléments de ton parcours en tant que professeur par exemple, ou des trucs qu'on aurait oubliés? Les échanges avec le Canada. On allait là-bas, hein, ils étaient logés, mes petits judokas étaient logés chez les parents des petits Canadiens. Et puis l'été, on les faisait venir ici, donc très sympa. T'as fait ça beaucoup de fois? Ouais, 4 fois. Et à chaque fois, donc c'était échange typé judo, c'est-à-dire c'est un peu les vacances. En plus, on faisait des mini-Jeux olympiques là-bas, donc les gamins participaient à des compétitions. D'accord. T'avais aussi les Jeux de la francophonie? C'est ça, ouais, c'est un peu ça, quoi. Donc, comme les Jeux, tu défilais dans un stade plein, avec la bannière de l'équipe de la France. C'était vraiment, pas mal, ça. Pour les gamins, ils étaient enchantés, quoi. Et même nous. Eh ben, on en arrive à la dernière question, ce que j'appelle le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un conseil, une idée qui t'est chère, que tu aimerais transmettre à la prochaine génération de judokas? Non, prenez du plaisir, faites du judo et éclatez-vous. C'est un super sport, ça m'a rendu heureux. C'est vrai qu'on ne va pas tous être en équipe de France, mais ça procure tellement de joie et c'est tellement bénéfique. Ok, très bien, c'est noté. Merci en tous les cas pour ton temps.